Mesdames, Messieurs, bonjour. Le jury du dimanche iRadio ITV a le plaisir de recevoir Monsieur Mactar Sylla. Bonjour. Bonjour, Evra, mon cher frère. Merci d'être venu à cette émission, le jury du dimanche. Merci beaucoup. Vous êtes PDG de la chaîne de télévision Label TV, ancien patron de TV5 et de la RTS et membre du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion. Vous êtes également membre du club des investisseurs du Sénégal, CIS. Les journalistes chahutés, les médias discrédités, le journalisme a-t-il un avenir? Est-il encore le seul apanage des journalistes? S'impose probablement sa nécessaire recrédibilisation ou réappropriation, sinon ce serait peut-être sa mort définitive. Si la question se pose, c'est parce que l'irruption des réseaux sociaux dans le monde des médias, écrits, parlés et audiovisuels, a tout bouleversé. Les règles sont violées, les codes cassés, les acquis fragilisés, bref, les médias dits classiques sont bousculés par les nouveaux médias que sont portails et sites internet, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Nous sommes dans un monde où chacun se prend pour un journaliste. Que doivent alors faire les vrais journalistes? Quelle est leur responsabilité? Quelle est leur liberté? Quel modèle économique? Le jury du dimanche a choisi de donner la parole à une icône des médias, plus particulièrement une identité remarquable du secteur audiovisuel africain et mondial. Mactar Sylla, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est certes un francophone, mais rien d'anglophone ne lui est étranger. TV5, qui diffuse exclusivement le français et que vous avez dirigé, n'a pas hésité aussi à s'ouvrir au monde. Vous avez été directeur général de la RTS et vous avez eu à utiliser l'anglais souvent dans vos projets audiovisuels, comme aujourd'hui Label TV, hier avec STV au Cameroun. Label TV, on va en parler tout à l'heure, Mactar Sylla, mais le panafricanisme à travers l'audiovisuel, c'est finalement une conviction chez vous, adepte des belles aventures médiatiques au plan continental. Logique, me diriez-vous, puisque vous êtes un des éminents membres de l'Union africaine de radiodiffusion, qui a son siège à Dakar et que dirige le Camerounais Grégoire Ndiaka. Sylla siège d'ailleurs au comité exécutif de l'UAR. Parlons d'abord de Label TV, dont vous êtes le PDG. Quelles sont les dernières nouvelles de votre chaîne? Je pense que vous me posez la question bien à propos, puisque j'ai annoncé un certain nombre de mesures à compter du 30 juin, après plus de 34 mois de fonctionnement. Il y a une inauguration par son Excellence le président Ali Bongo Ondimba, à qui je souhaite un prompt et total rétablissement pour qu'il puisse continuer à jouer le rôle qu'il joue au Gabon et en Afrique. Donc cette chaîne connaît des difficultés, c'est vrai, parce que nous avions pour ambition d'avoir un véritable projet panafricain. Cela veut dire panafricain dans sa couverture. C'est pourquoi depuis mars 2018, nous sommes la chaîne qui couvre le mieux le continent africain, toutes chaînes confondues, sur 6 satellites. Parce qu'on ne peut pas parler de panafricanisme si on ne couvre pas toute l'Afrique. 6 satellites. 6 satellites en réception directe avec de petites antennes sans cryptage. La seconde chose, il faut être panafricain dans ses contenus. Qu'il y ait toute l'Afrique de manière transversale, multilatérale, plurielle. C'est ce que nous avons essayé de faire et que nous faisons. J'allais dire, pour ne pas dire 100%, 99% de contenu africain fait sur l'Afrique ou par l'Afrique. Avec plusieurs langues? Absolument, en français et en anglais, dans un premier temps. Et nous avons également un personnel panafricain. J'ai des Nigérians, Ivoiriens, Gabonais, Sénégalais, etc. Donc, en termes de positionnement, c'était cela. Nous avions prévu donc, à partir du siège Libreville, d'essaimer un peu partout en Afrique, d'aller au Maghreb, je pensais au Maroc, dans mon Sénégal natal évidemment, en Côte d'Ivoire, peut-être à Nairobi où j'ai vécu une partie de ma vie, donc pour l'Afrique de l'Est, pourquoi pas le Rwanda, de sorte à avoir véritablement des centres et des pôles régionaux qui permettent de faire de la production, de diffuser localement
et d'avoir également, au-delà de Label TV, qui était qu'une des 4 chaînes qui avaient été installées, pour avoir aussi des chaînes thématiques. Nous en parlerons peut-être à un moment. Oui. Pourquoi pas sur l'éducation, sur le business, ou une chaîne qui soit véritablement une sorte d'assemblage des best-of du continent africain, comme le fait mon frère et ami Ismaël Sidibé, d'une certaine manière avec Africable. Donc, il arrive des moments où, lorsque vous avez épuisé toutes vos ressources personnelles en termes d'investissement, vendu tout ce que vous pouvez vendre, tenu le coup à un certain moment, il faut absolument revoir les choses, peut-être faire du downsizing, comme disent les anglophones, mettre l'accent peut-être sur d'autres choses qui sont plus que la diffusion, diminuer peut-être le nombre de satellites, aller un peu plus vers la production, aller vers des alliances, prendre des prises de participation dans les médias qui le souhaitent sur le continent. Donc, j'en suis un peu à ce stade-là. Oui, et Label TV va rester au Gabon? Oui, nous sommes au Gabon, nous y sommes, donc Label TV peut absolument rester au Gabon. Tout dépendra de sa viabilité, si les conditions permettent de continuer. On a parlé à un moment d'une éventuelle fermeture. Bon, grâce à Dieu, je pense que nous ne fermerons pas d'une manière ou d'une autre et que nous survivrons d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pourquoi je parle de restructuration, de downsizing, de changement de stratégie, même peut-être de changement programmatique. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir et de mettre des choses en place et je les annoncerai au moment opportun. On en reparlera tout à l'heure, vos projets, mais Matrasila, la RTS, TV5, Wallspace, STV, vous êtes finalement un enfant de la télévision. Quelle est votre vision des médias, notamment de l'audiovisuel, dans le monde d'aujourd'hui et plus particulièrement en Afrique? Voilà, je fais partie des gens qui croient. Pourquoi cet accent sur l'audiovisuel? Pourquoi? Permettez-moi de revenir un petit peu en arrière pour dire qu'en 2009, le président Ali Bongo Ondimba, qui à l'époque était ministre de la Défense, devait aller en campagne suite à la disparition de son père. Nous avons été approchés, Victor Ndiaye de Performance, pour venir au Gabon, et c'est comme cela que nous avons participé à sa campagne en 2009 et que nous sommes l'équipe qui a élaboré le plan stratégique du Gabon émergent en 2009. Les 3 premières mesures qui ont été prises par le premier conseil des ministres d'Ali Bongo Ondimba étaient la réduction de certains salaires qui étaient faramineux du service public, l'interdiction de l'exportation des grumes de bois qui aujourd'hui donne les résultats que nous connaissons au Gabon, qui va aujourd'hui à la 3e transformation en termes de bois, et un groupe multimédia panafricain. Il ne pouvait pas mieux tomber puisque c'est son père qui avait fait Africa numéro 1. Tous les Africains, même de la nouvelle génération, savent ce qu'est Africa numéro 1 ou ce qu'était Africa numéro 1. Donc le contexte global également de libéralisation et qui permettait d'avoir des chaînes privées était réuni pour dire que c'est dans ce pays qu'il était possible de faire une chaîne panafricaine. Multilingue, plurielle, multinationale. Et c'est comme ça, donc en 2012, il m'avait fait l'honneur de m'inviter à l'accompagner à Yokohama au TICAD 4. Et en allant à la conférence, il a dit non, lui ne prend pas les cortèges, nous marchons. Et il dit, Monsieur le Président, est-ce que vous me permettez, parce que depuis 2009, rien n'a été fait dans ce domaine, je souhaiterais quand même essayer pour cette chaîne panafricaine, puisque c'était un élément de votre projet de société. Le premier conseil des ministres l'a décidé, donc j'aimerais bien essayer, si vous me le permettez. Il me dit, ah bon, d'accord, tu veux le faire? Bon, vas-y, fais-le. Comme ça, comme une sorte de boutade. Et je lui ai dit à l'inauguration, il souriait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Petit à petit, des constructions, etc. Tout. Parce que également, c'est un projet de chaîne panafricaine que j'ai eu de tout le temps. Depuis TV5, en disant qu'il était important, de la même manière qu'ils l'ont fait, de fédérer les best-of, les meilleurs contenus, les meilleurs professionnels africains autour de ce projet. L'audiovisuel aujourd'hui est important. Pourquoi? Les modes de domination du monde contemporain, pas certainement peut-être par les armes, mais passeront de plus en plus par la manière de façonner les consciences, les habitudes de consommation, notamment de notre jeunesse. Quand vous voyez dans les accoutrements, dans les choses que nous mangeons, etc., etc., plein de choses aujourd'hui sont, j'allais dire, incrustées dans le mental des populations, des citoyens, grâce aux médias. Vous l'avez dit en rappelant tous ces réseaux aujourd'hui, ce nouveau journalisme, ce journalisme citoyen, qui, avec ses dérapages, peut-être ses acquis, peut-être ses bien fondés. Mais en raison de tout cela, je fais partie des gens qui croient que pour que nos pays s'en sortent, la culture au sens le plus large, et qui est que la communication, sont pratiquement, j'allais dire, un fondement, une base essentielle de la pyramide qui va
aider à l'émergence et au partage du bien-être. Une industrie culturelle et audiovisuelle. Absolument. C'est ce qu'il faut. C'est ça. C'est la conclusion à laquelle vous êtes parvenu aujourd'hui avec votre expérience. Absolument. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. L'industrie de la communication dans un pays comme les États-Unis, seuls les États-Unis, dépasse les chiffres d'affaires de l'industrie automobile mondiale. Ce sont des milliards et des milliards. En Afrique, récemment, dans une des conférences organisées par Global Mind avec tous nos amis, Constant Ndemalé, Marie-Roger Biloa, Seyda Boudia, Paris-France, Adabawad, Diawara Malik, tout ça, Balun Gueye. Nous étions donc dans une conférence comme ça où Constant Ndemalé le disait, c'est entre 12 et 14 milliards de dollars qui sont générés en termes de publicité sur le continent africain. Seule une portion congrue va en direction des médias du continent. Donc, au-delà de l'aspect culturel, c'est un secteur économique, dynamique, créateur de ressources, créateur d'emplois. Aujourd'hui, je suis d'avis rares sont les secteurs qui peuvent créer autant d'emplois que le secteur de la communication. Mais le constat est le suivant, Makhtar Sylla, pour vous permettre de poursuivre. Je dis Nollywood au Nigeria, qui tente de résister tant bien que mal. Des groupes comme Canal misent beaucoup sur le continent pour s'en sortir du fait de la réduction drastique de leurs marges ailleurs, notamment en Europe. Les Chinois s'installent avec Star Times. BBC est également présente de même que les Américains. Netflix fait également les yeux doux à l'Afrique. Sommes-nous, mais vraiment, assez bien armés pour résister à une OPA de ces grands groupes sur la production audiovisuelle africaine, production culturelle même de manière globale? Mais c'est là où je dis qu'il y a une interpellation mais collective, tant des pouvoirs publics, donc politiques, des professionnels et de nos secteurs économiques. Vous parlez de Nollywood. Il y a 18 ans, en dehors du Nigeria, quand j'étais au Cameroun avec STV, j'étais la seule télévision au monde qui prenait 300 films nigérians par an. Ça avait l'air d'une hérésie à l'époque. J'avais senti venir les choses. Aujourd'hui, on a vu l'une des chaînes qui fait les meilleurs scores sur CanalSat, sur tous les bouquets là, c'est Nollywood. Le Nigeria de l'Afrique qu'on dit paupérisée avec ses guerres, avec son cortège de malheurs, est le deuxième producteur mondial en termes de films et de produits audiovisuels. Après l'Inde et devant les États-Unis, donc devant Hollywood. C'est Bollywood, Nollywood, Hollywood. Donc voilà les enjeux de contenu. Mais pour qu'on puisse véritablement s'en sortir, il faut que dans le cadre réglementaire global, dans le cadre d'une politique publique audiovisuelle agressive, dynamique, ambitieuse, nous donnions la place aux acteurs nationaux, aux acteurs régionaux, aux Africains eux-mêmes. Si tous ces groupes dont vous parlez viennent aujourd'hui sur le continent et s'y intéressent, ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour faire du business. Ils le font avec qui? Avec les Africains. Ce sont des acteurs africains que vous voyez aujourd'hui, ce sont les séries africaines que vous voyez. Mais l'autre chose qui est importante, les producteurs africains. Mais là où véritablement, et juste ça qui me met mal à l'aise, moi étant citoyen du monde, je ne suis pas pour le cloisonnement entre qui que ce soit, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Mais un grand homme d'État français doit apprendre que des États n'ont que des intérêts. Les pays doivent avoir des intérêts. Nous devons mettre nos intérêts en avant. Et de ce point de vue, il est impensable, et c'est le président Kagame qui le disait lors de l'Union aérienne, je pense que vous y étiez, à Kigali, il y a quelques années, en disant, mais on ne verra jamais un Africain aller dire qu'il prend les droits de diffusion de la Coupe d'Europe ou de quoi que ce soit. De la même manière, pour tous ces grands opérateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils agrègent des programmes, point tiré à la ligne, avec des financements, c'est tout. Pourquoi nous laissons tous ces grands géants, tous ces grands groupes venir nous dicter, nous mettre des contenus, nous imposer les contenus qui ne sont pas neutres? C'est une ressource qu'il faut protéger comme n'importe quelle autre absolument. ressource. Oui. Absolument. La ressource intellectuelle, la ressource culturelle est fondamentale. Parce que c'est sur ça que nos valeurs se basent. Si nous perdons ça, nous avons tout perdu, notamment vis-à-vis de notre jeunesse. Aujourd'hui, le dynamisme de la production audiovisuelle, au-delà de Nollywood, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal aujourd'hui, comme le Burkina Faso, comme d'autres pays africains, démontre à volonté que nous avons la capacité de construire une véritable industrie de la production audiovisuelle, des métiers de l'audiovisuel. Nollywood, c'est plus de 60 et quelques mille personnes qui vivent de cela, sans l'apport d'une seule banque. Un système qui se soutient de lui-même, qui tient de lui-même. Donc il faut faire confiance aux gens qui sont dans ce secteur et qui connaissent ce secteur et qui unissent le fait. L'esprit créatif est là, Makhtar Sylla, quand on regarde même sur nos chaînes ici au Sénégal,
toutes ces séries, même si la qualité peut être discutée parfois, mais puisque la ressource intellectuelle est là, la matière grise est là, qu'est-ce qui explique la faiblesse de l'industrie audiovisuelle et culturelle en Afrique? Mais l'environnement global, il faut d'abord... Si tant est qu'elle existe. Oui, il faut un environnement global, avoir une volonté politique. C'est-à-dire qu'il faut inscrire la culture et la communication comme une priorité nationale. Comme une priorité. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je ne sais pas, même les ressources naturelles dépendent un peu des aléas que nous ne maîtrisons pas. Notre culture, ce que nous avons en nous, notre savoir-faire, nos valeurs, nos traditions, elles sont en nous. Ce n'est pas une variable géométrique. Est-ce que cette ambition est affichée dans le plan Sénégal émergent? Enfin, je n'ai pas vraiment... Tout à l'heure du plan je n'ai pas Gabon regardé émergent. tellement en détail, Oui, mais oui. je suppose, parce que en tout cas, je suppose que ça allait. Bon, maintenant, il faudra voir. Mais ce qui est le plus important, c'est de manière concrète, qu'est-ce que l'on fait concrètement pour aller dans ce sens? Le Sénégal a ce potentiel. Est-ce qu'il le fait? Je pense que le Sénégal ne le fait pas suffisamment. Parce que le Sénégal peut être véritablement, j'allais dire, de la même manière qu'il y a en Hollywood. Le Sénégal peut être, avec nos cinéastes, avec toute la tradition de production que nous avons, avec le savoir-faire, le talent de nos jeunes, de nos acteurs, de tout ce que nous voyons aujourd'hui, qui fait que les chaînes internationales viennent. Sous le Yeuf, ce n'est pas les Sénégalais qui l'ont fait, mais ils l'ont fait jusqu'en Wolof. Ça veut dire que le potentiel est là. Il faut créer le cadre réglementaire général, il faut avoir des politiques d'accompagnement, tant de fonds publics que de fonds privés. Il faut aussi que les hommes d'affaires, que les sociétés, etc., les investisseurs sénégalais aussi comprennent qu'il est important. Ce n'est pas de la charité, mais pour leur propre business, de s'insérer dans ces créneaux-là pour développer leur business. Et je suis sûr que si c'est sincère, les producteurs sénégalais sont capables de leur montrer qu'en mettant leur argent, s'ils gagnaient 10, ils vont gagner 12 au bout d'un an et ce sera peut-être 20 au bout de 2 ou 3 ans. Considérez alors les médias comme une industrie. Absolument, c'est une industrie. C'est une industrie, mais avec absolument un volet culturel extrêmement fort qui permet des dominations. Vous pensez que tous ces groupes dont vous parlez, tout ça rentre dans le cadre d'une politique audiovisuelle extérieure. Je suis très bien placé pour avoir vécu en France et avoir siégé dans tous les trucs, à tous les niveaux. Y compris de préparer certains sommets, etc., etc. Donc je sais comment ça fonctionne. Avons-nous une politique audiovisuelle extérieure? Pourquoi? Pour voir nos registres, pour faire l'investissement dans nos pays, pour attirer les investisseurs, pour créer des emplois dans notre pays, pour avoir de l'influence sur la marche du continent et du monde. Pourquoi aujourd'hui certains c'est qu'on a plutôt tendance à consommer. Oui, on consomme, c'est ça. Les politiques extérieures audiovisuelles des autres. Et des ersatz, des produits de seconde zone. Oui. Parce que tout cela, si véritablement il y a une volonté politique claire, nette, ils appartiennent aux acteurs, à tous les échelons, qui peuvent être politiques, qui peuvent être des producteurs, qui peuvent être privés, etc., de mettre en œuvre cette politique-là. Moi, je suis convaincu qu'on peut, autour de la communication, des nouvelles technologies, faire du Sénégal un pôle incontournable aujourd'hui en Afrique. D'autant plus que nous sommes dans des environnements où les gens ici sont multilingues. On a beau être un pays francophone, il y a des arabophones, il y a des anglophones, il y a du tout. Ici, les Sénégalais banissent presque toutes les langues, l'espagnol, tout et tout. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Et en Afrique, comme on le disait tantôt, le Discope que vous connaissez, mais le Discope, lors de sa dernière édition, c'est près de 500 millions de dollars d'interactions, de ventes, etc., qui se sont faites sur le continent africain, en Afrique du Sud. Il y a le Discope également à Abidjan, cette année, compte tenu de la pandémie que nous vivons, tout cela est mis un peu en veilleuse, mais qui démontre qu'il y a cette possibilité, cette faculté. Mais qui en profite? Mais il faut que nous en profitions, que ce soit les Africains eux-mêmes, au niveau régional, au niveau national, à tous les niveaux, que nous en profitions. De la même manière que nous pouvons avoir du pétrole, que nous pouvons avoir du bauxite, que nous pouvons avoir du manganèse, que nous pouvons avoir de l'or, etc. Il faut que cet or intellectuel puisse être pris en compte et que les gens cessent de penser résumer tous les médias à la politique, à des trucs, etc., etc. Ça va au-delà de ça. C'est des enjeux économiques fondamentaux. Le jury du dimanche, e-radio ITV reçoit Martha Sylla, qu'on ne présente plus. C'est une figure marquante des médias africains, de l'audiovisuel africain, mais au-delà aussi, vous êtes quelque part un homme de l'universel. Faudrait-il aller vers des fusions entre groupes ou chaînes de télévision pour peser plus lourd? Absolument. Récemment, nous avons développé, il y a 2-3 semaines, une initiative qui va être de plus en plus officielle, avec des gens que j'ai cités tantôt, une sorte de Africa Media Alliance, quelque chose comme ça, en tout cas avec des leaders des médias africains, qui se regroupent
pour être un peu plus fort, pour faire face vraiment aux difficultés actuelles et tout, et pour créer cette synergie-là, qui font que, par exemple, si E-Media dit, bon, nous on va entrer dans MS Consulting, le label Media Group, on veut prendre, vous donner tant pour cent, que ce soit possible, que l'inverse puisse être vrai, que si moi aujourd'hui avec mon ami Ismaël Soumanou ou Youssouf Dira en Côte d'Ivoire, Ismaël Soumanou au Bénin ou Ismaël Sidibé au Mali, etc., ou Constant Nemalé, je dis voilà, moi je suis prêt à entrer dans ton agence, que tout dit véritablement ces participations croisées. Il faut que nous allions vers... C'est la marche du monde qui l'exige et ça nous rend plus forts. Même si nous n'allons pas jusqu'à des fusions totales, que nous puissions avoir, j'allais dire, des plages de convergence et de partenariat. Aujourd'hui, par exemple, je parlais tantôt de la politique audiovisuelle extérieure. Nous allons vers la TNT, des centaines de chaînes. Qu'est-ce que nous y mettons? Quelles chaînes? Qu'est-ce que nos jeunes aujourd'hui vont consommer? Qu'est-ce que nos femmes vont consommer? Qu'est-ce que nos publics vont... Qu'est-ce que nos vieux vont consommer? Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de dire, par exemple, je peux donner l'exemple du Sénégal. Nous allons faire une chaîne qui va s'appeler Séninfo. Même si le nom, je pense, écrit par ailleurs. Où tous les journaux télévisés, de manière de toutes les chaînes, qui sont ici, CNTV, Walf, vous-même, TFM, la RTS, etc., soit une chaîne spécifique. Pour les émissions musicales, qu'il y ait une chaîne thématique. Pour les documentaires, qu'il y ait une chaîne thématique. Et que tout ça soit pratiquement une sorte de vitrine du Sénégal, qui soit diffusée, non seulement ici, mais qui puisse être diffusée à l'international. Parce qu'aujourd'hui, la TNT permettra de multiplier les chaînes. Tout ça peut attirer des investisseurs, peut être un point un trait d'union et de jonction avec la diaspora, avec toutes les diasporas, avec tous ceux qui s'intéressent dans ce pays. Et ça, cette expérience, elle peut être également faite au niveau régional. Et de ce point de vue, on fait un conseil de coopération et des financements publics avec des mandats et des cahiers de charges tout à fait précis peuvent aller en direction de tous ces acteurs. C'est une autre manière d'aborder l'aide à la presse, de manière concrète avec des contenus dans un truc win-win. En France, le ministère des Affaires étrangères finance des organismes audiovisuels. Parce que le modèle d'aide à la presse ou de subvention à la presse actuellement ne vous agrée pas. C'est pas que ça ne m'agrée pas, c'est bien, il faut que tout ce qui existe, qui est utile, que les professionnels estiment que c'est bon, il faut le conforter. Mais il faut ouvrir de nouvelles pistes. Oui, les professionnels eux-mêmes pensent qu'il faut dépasser. Voilà, il faut aller dans de nouvelles perspectives. D'aide à la presse. Moi, je suis pour que chaque pays africain... ressemble un peu à de la charité. Oui. Il faut que les pays africains aient individuellement, collectivement, régionalement, des outils et des médias qui permettent et des contenus qui puissent véritablement servir de politique audiovisuelle extérieure. Je le crois. Les autres le font, ils viennent le faire dans nos langues nationales. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui nous ne le fassions pas le contraire. Qu'il y ait des chaînes sénégalaises qui puissent être vues en Turquie, en Chine, en Inde, etc., en appliquant le régime de la réciprocité. On a l'impression, Matasila, puisque vous avez fait le tour de l'Afrique, que l'Afrique francophone, ou plutôt l'Afrique anglophone et arabophone, s'en sort mieux ou s'en sortent mieux que l'Afrique francophone en matière de production audiovisuelle et de puissance éditoriale. Est-ce que c'est votre sentiment? Non, c'est tout à fait vrai. Comme j'ai vécu au Ghana, j'ai vécu à plusieurs reprises au Kenya, donc voilà, c'est au Cameroun qui est un pays bilingue, c'est tout à fait vrai. En termes de financement, en termes d'approche, en termes de tradition. Vous voyez, en termes de liberté de presse, depuis 1651, en Grande-Bretagne, etc., comment les choses ont pu évoluer, etc. C'est des traditions, c'est des modes de consommation et le fait également que la langue anglaise soit une langue dominante. Donc voilà, qui explique un linguiste que je suis, et aller faire quoi qu'ayant fait ses études en France est quand même un angliciste. Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui expliquent effectivement qu'il y a également en termes de financement, quand vous prenez des pays comme le Kenya, comme le Ghana, etc. Donc c'est des financements publics sans commune mesure avec ce que nous voyons dans nos pays. Quoique, il faut le signaler, au niveau du Sénégal, des efforts considérables, je pense, ont été faits. Parce que quand moi j'étais à la RTS, c'était autour de 1 milliard par an. Aujourd'hui, ils sont entre 7 et 8 de financement public. Je dis bravo au président et que ça puisse continuer. Et ça pour permettre effectivement, parce que mieux... Oui, sauf que dans d'autres pays francophones, on est quand même à une vingtaine de milliards. Oui, c'est ça. Bon, moi, absolument, je souhaiterais qu'un pays comme le Cameroun, que je connais très bien, qui a plus de 20 et quelques milliards, peut-être même aujourd'hui, est-ce que c'est pas la centaine de milliards par an, mais là également, avec tout le monde paye, hein, sur la fiche de paie, tout le monde paye cette taxe-là. Moi, je suis partisan de ça. Le financement, justement. Quel modèle? Non, moi je suis vraiment... De l'audiovisuel public, mais aussi, je n'oublie pas l'audiovisuel privé, parce que les deux vont de pair. Non, c'est vrai. Moi, vous savez, quand vous avez fait les deux,
au niveau national et au niveau international, ça vous permet d'être peut-être plus mesuré et d'être plus juste en vous disant je peux me retrouver d'un côté ou de l'autre de la table ou de la barrière. Absolument. Donc, pour le financement public, je suis pour un financement public garanti. Je l'ai dit à l'époque pour la RTS dans le Smart 21, où je disais qu'il faut garantir, il faut de manière transparente dire soit c'est une loi de finances qui l'établit, soit, en tout cas on le dit de manière très claire, on voit les besoins en fonction des missions qui sont assignées au service public, notamment de couverture. Ils ont des contraintes que nous, privés, n'avons pas, de langue, etc., de couverture du territoire, utile ou pas. Donc, que ce financement soit garanti. Également, le recours à la publicité, moi je suis pour qu'il soit plafonné. Une structure publique ne peut pas être financée majoritairement par la publicité. Ça pose même des problèmes, j'allais dire. Un pourcentage Voilà, moi, si c'est 80% de financement public, 20% de trucs, bon, il faudra affiner, mais je pense que ce serait correct. Ça permettrait que tout ce qui existe en termes de financement privé puisse aller, de publicité, etc., puisse aller dans les médias régulièrement constitués qui appliquent les cahiers de charges, etc. Parce que là aussi, il y a à boire et à manger. Quelle réglementation? Quelle gouvernance? Comment on fait pour donner les licences et autres? Tout ça doit être clair parce que ce sont des ressources nationales. Les fréquences sont des ressources nationales. Il faut avoir une politique claire, avoir des critères absolument clairs, vérifier que tout le monde s'y conforme. Également sur les durées. On donne quelquefois des licences de la radio, on dit quelquefois c'est 5 ans traditionnellement, puis la radio, la télévision 10 ans parce que c'est des investissements plus importants, qui sont renouvelables selon certains critères, etc. Tout cela doit être mis en œuvre. Et que donc, on ait véritablement une véritable gouvernance des médias, une véritable réglementation des médias, un véritable accompagnement avec des cahiers de charges. Vous pouvez être un organisme privé. Je suis un peu toutes les chaînes aujourd'hui, notamment j'ai la TFM, vous-même, etc. Ce que vous faites, y compris à la radio, ce matin, j'écoutais, je pense, une émission, c'était en anglais, des cours en anglais. Mais qui, dans le contexte actuel, c'est une mission de service public que vous êtes en train de faire. Qu'elle vous soit confiée ou pas, mais de fait. On peut avoir des conventions avec les télévisions, les radios privées et les médias privés pour accomplir un certain nombre de missions publiques et les renforcer. Il est important dans nos pays, dans nos groupes, que nous ayons des champions dans ces domaines. Comme je l'ai dit, les modes de domination dans le monde actuel et dans le monde qui va venir passeront forcément par la consommation culturelle, par les médias. Vous parliez de la publicité, pour mieux comprendre, vous dites 20% pour le public, 80% pour le privé. Oui, c'est-à-dire, quand les gens mettent le truc, vous n'allez pas le dire, vous allez mettre 80%. Mais il faut dire, le financement, l'État garantit 80% du financement public. Public, 80%. Voilà, c'est 80%. Si c'est 25 milliards qu'il faut, ok, c'est 25 milliards, on voit comment faire. Est-ce que c'est l'impôt? Est-ce que c'est, je ne sais pas, trouver, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça. Est-ce que c'est, voilà, et qui va au service public pour les missions qui lui sont assignées. Très bien. Le service public n'a pas à être en compétition avec le secteur privé parce que les missions ne sont pas fondamentales. Et le reste, c'est complété par les 20%. Voilà, les 20% qu'il va aller chercher, tirer de la publicité, etc. On n'a pas leur intérêt de faire de la publicité. Mais il faut un code aussi. Absolument. Juste, il faut un code de la publicité, il faut un code de la communication, pas encore. Il faut un code déontologique, il faut un ensemble de choses. C'est sur ces choses-là. Ça ne doit pas tarder. Et que le code de la presse qui est voté également puisse être appliqué. Jusqu'à présent, même pour l'essentiel, les décrets d'application sont attendus. Entre le moment où il a été voté et maintenant, oui. Est-ce qu'il ne faut même pas le revisiter pour tenir compte de certaines évolutions, de certaines mutations profondes? C'est un secteur extrêmement dynamique, ça va extrêmement vite. Et quand on légifère, il ne faut pas légiférer pour faire, comme on dit chez nous, du théo-mi-théo, quoi, de l'instantané. Il faut avoir une projection, au moins se dire, question de nous protéger dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être? Et d'avoir pratiquement peut-être les rêves les plus fous et de dire, voilà, nous légiférons en conséquence. Et pour compléter le tout, il y a cette question sur la régulation de Momodou Kébé sur Facebook qui vous demande pourquoi peine-t-on à avoir un vrai média public, mais bon, il insiste encore sur le public, auquel toutes les forces vives de la nation auraient accès, et que pensez-vous du CNRA? Régule-t-il vraiment nos médias? Bon, à l'époque quand j'étais à la RTS, le slogan était « Le public, notre raison d'être ». Notre raison d'être, oui. Et le public, c'est tout. C'est les services publics, c'est le politique, c'est le social, c'est les citoyens, c'est tout le monde. Donc c'était ça. Effectivement, bon, maintenant, on parle de plus en plus de médias publics. Il y a eu un glissement, au-delà du glissement sémantique, je crois, un glissement en termes de professionnalisation et de tout. Parce qu'avant, on parlait de médias d'État. Maintenant, on parle de médias publics, très bien.
Absolument, il faut des médias publics accessibles à tous les citoyens selon des conditions. C'est un bien commun. Seydou Talmbaye qui vous reprend, hein, qui reprend ce slogan, le public notre raison d'être. Votre slogan à la RTS est-il vraiment pris en compte dans nos médias? La politique ou politique politicienne n'y est-elle pas trop présente? Non, mais moi, vous savez, moi, je ne suis pas un lanceur de pierre. Et je pense que la décence recommande, quand on est parti, qu'on a eu des fonctions, qu'on est parti, que d'autres vous ont succédé, font leur travail, d'avoir la courtoisie et l'élégance de ne pas juger ce qu'ils font. Donc, je m'intéresse de le faire. De la même manière, en termes de régulation, au-delà du CNRA, c'est pas cela. De la même manière CNRA que dirige Babacar Diagne. Oui, oui, absolument. Votre ami. Régule-t-il vraiment? C'est la question. Je pense qu'il faut, de ce point de vue également, il faut une évolution. Oui. Parce que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses changent et il faut absolument une régulation adaptée. Je connais très bien la régulation puisque le master dirigé par notre ami professeur Ablaye Sakho, je fais partie des gens qui donnaient un peu des cours pour le master professionnel sur la régulation. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer de ce point de vue. Mais également il y a une chose à laquelle, en tout cas pour le moment sans aller dans les détails, que je constate. Il faut réguler la publicité. On ne peut pas, dans une série de 30 minutes, avoir 10 minutes de publicité. Ça n'existe nulle part dans le monde. Ça dérégule le marché. Ça déstabilise l'ensemble du secteur. Également en termes de régulation, y compris jusqu'au tarif. Parce que quand vous êtes, comme vous êtes la plupart des, en tout cas les groupes majors qui sont ici, les 5, 6, 7, voilà, El Hadj Ndiaye, tous les autres, Bougane, notre Walf, de notre cher ami et défunt Sidi Lamine Niasse, à qui que nos prières l'accompagnent. Vraiment, tous ces groupes-là, je crois que vous avez des charges de structure et de fonctionnement qui sont sans commune mesure avec d'autres, qui peuvent se permettre de vendre peut-être la minute de publicité à 10 000 francs CFA, alors que vous ne pouvez pas. Parce que tout ça, c'est de la comptabilité analytique qui détermine des coûts qui montrent que vous ne pouvez pas le vendre à ce coût-là. Mais si les gens viennent, chacun fait comme il veut, rien n'est régulé, on ne dépose absolument rien, etc. Tout ça, ça fait un peu pagaille. Donc, dans ce point de vue, il faut mettre de l'ordre. Également, donc, impliquer les professionnels pour qu'ils puissent apporter leur contribution, impliquer les hommes de l'eau et impliquer même la société en tant que telle. Il ne faut pas le confiner aux médias. Parce que les médias, également, ce n'est pas un secteur à part, ça concerne un peu tout le monde. Et puis, il faut absolument que tout le monde soit de la partie. Parlant d'évolution du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dirigé par Babacar Diagne, va justement devenir une autorité de régulation de l'audiovisuel et de la communication ARCA. On espère que c'est un changement qui apportera de la plus-value, en tout cas, à ce secteur. Matar Sylla, invité du jury du dimanche, nous allons vous inviter maintenant à écouter avec la complicité de Serigne Saliou Dème les interpellations des auditeurs. Des journalistes deviennent des patrons de presse. C'est quoi le projet? Bonjour. Peut-on parler de la liberté du journaliste? Un journaliste peut-il s'afficher publiquement pour faire la politique? Pourquoi pas un futur président ex-journaliste comme vous? Bonjour M. Sylla. On constate ici au Sénégal une vingtaine de groupes de presse. La presse où la communication est rentable. Patron de presse ou chef d'entreprise, votre choix pour ces deux termes? De nos jours, nous constatons de plus en plus du déballage, surtout chez les journalistes. Du fait de ces accusations fondées ou infondées, une question nous taraude. Qu'est-ce que informer? Dire la vérité ou ternir l'image de son prochain à travers les mass médias? Merci. Matar Sylla, d'abord, journaliste, patron de presse, c'est quoi le projet? C'est la question de la première intervenante. Moi, je suis un acteur culturel, un acteur des médias. Parce que patron de presse, ça fait un peu quelquefois condescendant. Et mon style de management ne correspond pas du tout à un truc que jouent les patrons, etc. Donc, je pense que c'est un premium inter pares qui impulse, qui dynamise, etc. Maintenant, chacun ses choix. Hein. Mais c'est là également où je le dis, la régulation est importante. Quand les gens font des dossiers pour déposer des demandes, il faut voir qui le demande, pour faire quoi, etc. En a-t-il les moyens? Son background le justifie-t-il? Sinon, on arrive effectivement à un certain nombre de dérives et des gens qui rentrent dans le métier, pas pour faire de la communication, pas pour aider à l'épanouissement culturel du pays, mais pour d'autres ambitions et d'autres vœux.
Et de manière générale, moi, je suis pour que toute personne qui a une activité politique, qui a une connotation politique connue, ne puisse bénéficier de fréquences ou de quoi que ce soit. Et quand le journaliste devient lui-même politicien? Mais quand le journaliste devient politicien, ben, il est de l'autre côté. Il reste dans la politique. Il reste dans la politique, il ne faut pas mélanger les genres. Il a le droit, les journalistes ont le droit d'être politiciens, tout ça. Mais quand on se met en congé du journalisme et on fait de la politique. Ça ne vous gêne pas qu'un journaliste puisse aussi être un manager, dirige une entreprise de presse? Mais absolument, il y a des journalistes qui sont la preuve. Vous en êtes un exemple. Vous dirigez des entreprises de presse depuis combien de temps? Depuis longtemps. Donc c'est tout à fait possible. Parce que diriger, c'est pas une histoire seulement de diplôme. Hein. C'est pas avoir fait son MBA, c'est pas quoi que ce soit. C'est la capacité d'être, comme je disais, le premium inter pares, celui qui peut avoir une vision, qui peut la partager, qui peut mobiliser une équipe, qui peut impulser, qui peut donner l'exemple, qui peut organiser, faire produire des contenus et mettre, j'allais dire, toute une symphonie en musique. Donc c'est tout à fait possible, c'est pas incompatible. D'autres questions sur Facebook qui complètent celles que nous venons de diffuser. Ousmane Diop qui dit « De nos jours, nous constatons de plus en plus du déballage, surtout chez les journalistes, du fait de ces accusations fondées ou infondées. Une question lui taraude l'esprit. Qu'est-ce qu'informer ?» Il est complété par Ibrahim Bousso. Quelle est la différence entre le journalisme d'hier et d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait de nos jours que les journalistes sont souvent convoqués à la justice? Les nombreuses dérives politiciennes relevées par les journalistes ou ces derniers ont plutôt quitté leur voie? Exemple, cette semaine, il faut le dire, l'affaire Cheikh Yérim Seck qui a été inculpé, placé sous contrôle judiciaire pour avoir évoqué une affaire aussi pendante devant la justice, Bati Plus. Alors, votre réponse? Oui, bon, de manière générale, c'est-à-dire qu'on constate maintenant aujourd'hui de plus en plus, il y a beaucoup de buzz. On est à la recherche des scoops, du buzz, etc., le fait divers. Tout ça lié également au journalisme, entre guillemets, citoyen, dont on parlait tantôt avec les réseaux sociaux, etc., qui font que beaucoup de choses sont dénaturées, on invente des choses, on fait dire des trucs, on fait des montages, etc. Il y a plein de choses comme ça qui se disent. Oui, mais donc, le journaliste a tendance, quand cela arrive, dans certaines situations, à dire je ne révèle pas mes sources. Oui, oui, d'accord. Oui, non, absolument, non, vraiment, je pense que sur cette problématique. C'est-à-dire que nous sommes à la lisière de deux catégories de droits. Le droit à l'expression, à la liberté d'expression, la liberté de penser, celle du journaliste, également comme corollaire qui a le droit de ne pas révéler ses sources, parce que quelquefois, les gens sous le couvert de l'anonymat, parce qu'ils risquent de perdre leur boulot, ils peuvent être l'objet de violences, de récriminations, etc. Donc, ils ne le révèlent pas. La loi interdit même aux journalistes de révéler. Absolument. Et la déontologie, absolument. C'est tout à fait truc, c'est honorable, c'est truc, je le comprends, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Oui. De l'autre côté, vous avez également le droit du citoyen, quel qu'il soit, oui, à exercer ses propres droits en disant je me suis senti diffamé, oui, ce qu'on a dit ne sont pas des faits établis, et qui a le droit d'ester en justice. Oui. Le plus important dans ces choses-là, ce sont les faits. Et le journaliste est sommé alors d'apporter la preuve. Oui, s'il y a un procès, de ces informations. S'il y a un procès, oui, il peut ne pas dévoiler ses sources, mais oui, s'il y a un procès, oui, il est tenu, s'il est tenu d'apporter les preuves de ces informations. Ce seront les faits. Et ça sera le juge qui, en âme et conscience, déterminera si ce sont des faits valables, vérifiables, et qui prendra sa décision. Oui. Sur cette affaire Cheikh Yérim Seck, bon, c'est une affaire vraiment, oui, moi, de manière, enfin, pour moi, c'est regrettable parce que je connais tous les deux, je les connais tous. Je connais Cheikh, je connais le ministre de la Malick Sall, de très très longue date. Et vraiment, c'est dommage qu'on en soit arrivé à cela. Mais la justice suit son cours, on verra à quoi cela va aboutir. Mais je pense qu'il faut calmer le jeu. Et qu'il y a des enjeux beaucoup plus essentiels aujourd'hui au Sénégal et en Afrique, et qu'il faut nous mettre toute notre énergie sur ces enjeux. L'irruption des réseaux sociaux amène aujourd'hui une autre interrogation. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Et cet auditeur qui dit, une question me taraude l'esprit, finalement c'est quoi informer? Oui, moi, de manière générale, ce que je m'applique et ce que j'applique, et que je le dis, je pense, certains d'entre vous qui sont là, savent que j'applique dans mes équipes, je leur dis, quand vous voulez relayer une information, demandez-vous la première question, c'est est-ce que ce que je dis est vrai?
Ça veut dire que vous avez recoupé les sources, vous avez des preuves matériellement, vous savez, voilà, comme je dis, voilà. Quand je dis Mamoudou a porté aujourd'hui un beau costume gris foncé, une chemise gris, etc., je peux le prouver parce que je peux avoir des photos, j'ai vu, etc., je peux le prouver. La deuxième chose à laquelle il faut répondre, c'est de dire, est-ce que c'est utile de le dire? Est-ce que c'est utile? Si ça touche aux intérêts du pays, si c'est des enjeux, si ça peut constituer une menace, si c'est un truc que je dois dire parce que c'est important de le dire, que c'est utile pas seulement à moi, mais c'est utile pour la communauté, pour la nation, pour le pays, pour... Oui. L'opportunité. L'opportunité. La troisième chose, c'est de dire, est-ce que c'est bien ou pas de le dire? Quelquefois, il y a des choses, vous savez, ça peut être vrai, utile et tout, mais vous dites, je ne le dis pas pour multiples raisons. Je ne le dis pas parce que moi, je me mets comme truc de valeur. Mamoudou est mon jeune frère. Tout ce que peut l'unir, que peut lui créer un problème, même si je sais que c'est ça, je ne le dirai pas. Ça ne viendra pas de moi. C'est subjectif. C'est affectif. C'est par rapport à mes références, par rapport à mes valeurs, que je me l'interdis. Je peux vous donner un exemple. Du temps où j'étais à la RTS, il y a eu l'histoire des $10 000 avec l'ancien président El Hadj Malick Sy Souris, etc. Que certains peuvent vous raconter, qui est venu à mon bureau pratiquement en pleurs. Un homme comme ça, de cette dimension, où les gens attendaient un fax, je ne sais pas, vers les coups de minuit, du 22h, alors que j'étais à mon bureau, pour vouloir le dire et le diffuser. J'ai dit aux équipes sportives de la rédaction, il n'en est même pas question. Personne ne va le diffuser, personne n'en parle. Parce que j'estimais qu'il ne méritait pas ça, que les faits n'étaient pas établis, et que même si c'était établi, c'était pas ça. C'est avec l'histoire de, comment il s'appelle, Basile Boli, etc. Le lendemain, j'ai appelé Basile Boli, j'ai pu trouver une solution, et j'ai repris les droits et remboursé tout ça, des $7 000, etc. Et je me suis entendu à la fédération, c'est comme ça qu'on a pu couvrir le match entre le Sénégal et le Maroc, et c'est comme ça que le Sénégal, en 2002, s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Il y avait une crise, si on avait laissé faire autrement, et là, pourquoi c'était utile pour le pays, à la veille d'un match comme ça, qu'on ne rentre pas dans ce cercle de dénonciation, de délation, etc. Donc voilà. Le jury du dimanche avec Martha Sylla, on va accélérer un peu la cadence. La télévision numérique terrestre, on va en parler. C'est le dernier sujet que nous évoquons dans le secteur de l'audiovisuel avant de parler des autres questions d'actualité. Est-ce que vous pensez que le rythme du Sénégal est bon? Le Sénégal avait pris de l'avance. Actuellement, il s'est fait rattraper et dépasser par beaucoup de pays. Il y a des pays que je connais pour avoir j'ai la ministre de la Communication que je salue du Bénin, Madame Souley, qui a fait un excellent travail, au Burkina également. Des pays qu'on n'attendait pas, beaucoup de pays en Afrique de l'Est et en Afrique francophone. Donc il faut absolument accélérer la cadence et régler définitivement cette question pour entrer un peu dans cette ère-là. Et au-delà des outils et des aspects infrastructurels, tout ça, et technologiques, aller vers les contenus. La TNT, pour moi, essentiellement, ce n'est qu'un outil, c'est un vecteur, c'est un véhicule. Le plus important, ce sont les contenus. Que voulons-nous que nos populations consomment? Comment tirer le plus grand parti pris de cela? Avec des acteurs, des pièces de théâtre, des preneurs de son, des machinistes. Parce qu'on réduit toujours la communication aux journalistes. Ça va au-delà de ça. Les métiers de l'audiovisuel, il y a au moins 300 à 500 métiers de l'audiovisuel, entre les scripts, les maquilleuses, etc., les décorateurs, mais c'est un boulevard d'opportunités qui s'ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour le préparer? En termes de contenu, en termes de formation. Et ça, ce sont des enjeux qui me paraissent essentiels. Oui. Et il faut aussi couvrir l'ensemble du territoire. Absolument. C'est une question aussi de justice, de droit. Absolument. Tous les Sénégalais ont droit à la télévision. Absolument. Absolument. Et les coûts sont de plus en plus réduits. Hein. Ouais. Entre l'échéance qui avait été donnée de 2015 et maintenant en 5 ans, les coûts sont drastiquement réduits. C'est possible. Ce n'est pas des investissements énormes, c'est tout à fait possible. À la portée de trucs, il suffit d'acheter moins de 4x4, d'acheter moins de trucs et puis on y arrive. Hein. Une demande de licence de Label TV sur la table? Non, moi, Label TV, encore une fois que je l'explique, je serai en Côte d'Ivoire, je suis déjà au Gabon, je suis déjà au Cameroun, peut-être pas dans les mêmes proportions que le Gabon. Je veux être au Sénégal, c'est vrai, j'ai introduit un dossier depuis le mois d'octobre de l'année dernière. J'ai été admis par le conseil d'administration de l'APIX au Code des investissements. J'essaie d'avancer et j'attends. Je suis légaliste, j'attends, mais l'islam nous
recommande la patience. Je garde la patience et voilà, je suis sûr que le chef de l'État est avisé et que, connaissant ce que j'ai comme ambition pour le pays, et je lui avais dit à l'occasion d'une de ses visites au Gabon, il avait fait l'honneur de me recevoir, que je comptais véritablement faire tout ce que je peux pour accompagner dans les secteurs qui sont les miens, créer des opportunités, créer des emplois pour les Sénégalais, notamment les jeunes. Et c'est pas seulement la licence, c'est pas la licence en tant que telle. Moi, je demande pas, je ne veux pas venir être un concurrent de ITV ou de quoi que ce soit. J'ai mis beaucoup l'accent aujourd'hui sur les contenus. Aujourd'hui, également, en termes de recherche, de mesure d'audience de l'auditoire, il y a des choses à faire. Il faut que nous ayons nos propres agences, nos propres outils. En termes de formation, il y a beaucoup de choses à faire. Les journalistes, c'est couvert, mais dans tous les autres métiers, les photographes, j'en vois, les scripts, etc., il y a des choses à faire. En termes d'agrégation de tous ces contenus, de créer des chaînes thématiques sénégalaises qui servent à l'image de l'audiovisuel extérieur du pays, comme on peut le faire au Gabon, comme on peut le faire en Côte d'Ivoire, comme on peut le faire au Burkina Faso, au Bénin avec mon ami Soumanou, etc. Au Maroc, où j'espère aussi que ce sera possible. Pour créer des chaînes thématiques sur l'éducation, sur le business, sur le sport, les femmes, etc. Dans tous ces domaines-là. Ce n'est pas de venir être un plus dans le paysage sénégalais aujourd'hui est très très bien couvert. Mais je crois qu'il y a une possibilité d'apporter une véritable plus-value et d'aider à la sophistication du secteur. Et je pense qu'en toute humilité, mon parcours, mon expérience peuvent permettre au Sénégal d'en tirer un minimum de profit. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour ça. L'Union africaine de radiodiffusion aussi, l'UAR, vous êtes membre du comité exécutif. L'UAR, c'est aussi les droits, souvent. La problématique des droits, de la CAN, de la Coupe du Monde et des autres compétitions sportives. Vous êtes retourné à la RTS, vous m'avez fait cette confidence-là il y a quelques jours. Vous avez été reçu par l'actuel directeur général Racine Talla. La question des droits sportifs, Matar, qui revient souvent, qui fait l'objet de polémiques. Comment arrivera-t-on à la régler définitivement sans préjudice de la concurrence qui existe bien naturellement entre les chaînes de télévision? Non, c'est une question absolument... Est-ce qu'on arrivera à la régler? Elle est très évolutive, même dans les marchés européens, dans les marchés occidentaux et autres américains. D'une saison à l'autre, c'est telle chaîne qui a les droits, etc. Parce qu'il y a une inflation sur les droits. Il y a une inflation aujourd'hui, il y a véritablement qui ne dit pas son nom. Mais ce qu'il faut constater, c'est que pendant très longtemps, ces droits sont allés à des structures externes au continent. Je le disais tantôt avec le président Kagame, qui nous a fait l'honneur de rester pendant 2 heures avec nous, d'échanger à Kigali. Il a dit effectivement que ce n'était pas normal. Il avait fait venir même Ahmed Ahmad. Et c'est là qu'effectivement, je pense qu'on a pu avoir les droits au niveau de l'Union africaine de radiodiffusion, avec l'appui du président Macky Sall également, qui avait fait un plaidoyer pour l'UAR. Donc, à partir de ce moment qu'on a les droits et que ça se fait, il faut faire tout pour les préserver et avoir un système de diffusion. Quand il y a des matchs qui se passent en même temps, une chaîne peut diffuser l'une en direct, l'autre chaîne diffuse l'autre, c'est les téléspectateurs qui choisissent. On peut avoir le système de la rediffusion, on peut avoir le système des premiers qui payent le maximum ou d'autres qui vont payer un peu moins, etc. Il faut véritablement que les gens apprennent à se parler. Il faut que nous passions de l'écosystème à un écosystème, comme le dirait une de mes sœurs. Et éviter cette guerre Absolument. Tout le temps entre chaînes publiques et chaînes privées, le plus souvent d'ailleurs. Il y a une relation conflictuelle. Non, absolument, sur la question parce que ce qui se passe, c'est que souvent les chaînes publiques, les gouvernements payent les droits directement. Et il y a certaines chaînes privées qui disent, bon, puisque les gouvernements payent et que c'est de l'argent public, nous avons le droit. Moi, je suis très légaliste. Tout ça se négocie. C'est possible de le faire en bonne intelligence. Très bien. Puisque nous parlions de sport, Lamine Diack, ancien président de l'I2AF, jugé à Paris pour corruption passive, abus de confiance, 4 ans de prison requis contre lui, 5 ans contre son fils Papa Massata Diack. Fallait-il juger Lamine Diack? Enfin, moi, là également, je serais également très subjectif. Lamine Diack, comme on dit en Wolof, sama waajur la. Je considère comme un père. Je considère que c'est une icône africaine. Je considère que c'est quelqu'un qui a rendu énormément de services à son pays, le Sénégal, à l'Afrique et au monde. Les faits étaient-ils suffisamment graves pour le juger? Mais même sur les faits, il faut revenir parce qu'il y a également une déformation médiatique. On peut venir, moi j'ai tout un sur la plaidoirie, ou si on revenait point par point, ça nous prendrait peut-être 3 ou 4 heures de temps. Je pense que Maître Simon Ndiaye ils l'ont très bien démontré dans leur plaidoirie. Que quelquefois également, c'est des trucs de bouc émissaire. Au lieu de juger un homme, c'est un système. Si aujourd'hui on voulait faire la même chose partout,
Quelles seraient les fédérations qui seraient épargnées mondialement? Quelles seraient les fédérations de foot? Également, ce que l'on oublie, et là c'est un témoignage, l'ancêtre de l'UAR, c'était l'URTNA. À l'époque, il y a quelques années, Pape Massata était l'un des meilleurs marketeurs sportifs de ESL, qui était une société suisse qui s'occupait de marketing des droits sportifs, qui mettait de l'argent en termes de sponsoring dans l'athlétisme auparavant. C'est des millions de dollars qu'il a fait rentrer. Et tout cela, on le passe en perte de profit, en disant oui, c'est un noir qui est venu du truc, il était petit ou il était grand. Pape Massata, comme le disait l'avocat, pour le décrire, on ne passerait pas par ça quand on voit comment il est. Donc, vous êtes contre ce procès? C'est pas que je sois contre, je suis contre l'injustice, je suis contre la stigmatisation. Vous pensez qu'il est victime d'une injustice? injustice? Et je pense que c'est une injustice et c'est une cabale. Quelqu'un qui a déjà fait, depuis 5 ans, on le retient dans les pratiquement, il ne peut pas se déplacer. 5 ans, ça suffit. À son âge, comme l'a dit maître, ses avocats, Bourdon, il est temps qu'on laisse retrouver ses enfants, ses petits-enfants, son Sénégal natal et jouir de sa retraite paisiblement. Il a rendu beaucoup plus de services au sport mondial qu'il a causé de tort. On va quand même parler de notre dossier puisque vous êtes membre du Club des investisseurs du Sénégal. Vous avez une relation forte avec Victor Ndiaye, un des actionnaires d'Akili. Victor Ndiaye que vous avez connu à travers le cabinet de conseil Performance Group. Mais au-delà des personnes, c'est surtout le contrat Sénélec-Akili qui nous intéresse ici. Quelle réflexion vous inspire la volonté de l'actuelle direction générale de la société d'électricité de dénoncer ou en tout cas de renégocier le contrat avec Akili qui détient 66% et 34% pour Sénélec? Bon, j'ai dirigé le groupe Performance au Gabon de 2009 à 2013. Je suis très proche de Victor Ndiaye. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons fait le plan stratégique du Gabon émergent avec beaucoup d'autres gens du pays, etc. Et il m'a fait l'habitude de m'appeler quand ces choses sont passées. Donc on a eu un échange. Et je lui ai dit, il faut aller sur la table de la renégociation. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher. Il faut mettre tous les griefs d'un côté et voir sur tous les griefs jusqu'où pouvons-nous aller pour aller dans le sens de la conciliation. Vous êtes favorable à une renégociation? Je suis favorable à une renégociation. Par exemple, l'histoire de l'exclusivité, on n'a pas besoin d'exclusivité dans le monde actuel. Parce que je sais que l'équipe qu'il a autour de lui, les jeunes que je connais, je les connais tous, puisque je dis que j'ai dirigé Performance Gabon pendant un certain nombre d'années. Donc, Amadou Ly, Sambala Oubendiaye. Sambala Oubendiaye, qui était l'un des lauréats de Génie en herbe qu'on faisait à l'époque sur la RTS et que j'avais accompagné et je les avais amenés à l'époque au Canada, qui est un ingénieur brillant, un garçon brillant, d'une politesse et d'une éducation extraordinaire. Donc, voilà, ce sont des jeunes Sénégalais. Ils ont pu se tromper, ne pas se tromper. Mais je pense qu'il faut donner un peu cet exemple, que tous les autres jeunes Sénégalais qui veulent venir dans le pays, revenir, investir, s'impliquer, puissent avoir le courage de revenir, ne soient pas découragés. Qu'ils aillent à la table de négociation et qu'on tienne compte des intérêts de la Sénélec, qui est un bien commun de tous les Sénégalais. Et si la volonté de Sénélec, de l'État, est de racheter tout? Mais tout se discute, tout se discute. Il faut être ouvert et discuter. Très bien. Il faut être ouvert et discuter. Et je suis sûr que s'ils font des compromis sur un certain nombre de choses, ils peuvent rester en tant qu'actionnaires minoritaires. Tout est possible, il ne faut pas fermer la porte. Et qu'il y ait des facilitateurs, des médiateurs. Parce qu'il est important dans des secteurs aussi stratégiques que les nationaux soient dedans. Dernière chose, la pandémie de la Covid-19, on ne peut pas en parler, surtout sur la responsabilité des médias. On en est aujourd'hui à plus de 80 morts au Sénégal, avec un taux de positivité qui oscille 12,5%, 12%, qui va vers 6%, 7%. Mais les médias et cette pandémie de la Covid-19, juste un mot. Non, les médias jouent leur rôle et ça, vraiment, et ça montre aujourd'hui l'importance des médias aujourd'hui en termes d'accompagnement, y compris en jouant des rôles pratiquement de classe à la maison, etc. etc. Aujourd'hui, le fait que les gens soient chez eux, ils regardent beaucoup ces médias-là. Donc, absolument, nous jouons notre rôle. Quelquefois, sans demander un seul franc, nous le faisons. Nous n'avons pas perçu un seul franc concernant la Covid et nous pensons tous les jours que nous faisons ce que nous avons à faire. Faut-il rémunérer ce service public? Normalement, puisque nous payons l'électricité, nous payons les employés qui sont là pour le faire, nous payons les locaux dans lesquels nous sommes, etc. Nous payons les statuts, nous payons tout ça. Mais rémunérer ou pas, quelquefois, c'est notre devoir. Tant que Dieu nous en donne la possibilité, nous essaierons de le faire. Matar Sylla, c'est quoi le prochain projet? Vous êtes un homme de projet.
Oui, j'en ai beaucoup, nous en discuterons. Oui. Et je crois que nous trouverons au-delà de ça. Mais l'un des grands projets également, il faudrait venir de rejoindre, c'est cette alliance véritablement des médias africains, des leaders africains, que nous puissions constituer une véritable force qui ait ses propres outils de distribution, que nous essayons de faire une centrale d'achat. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été dégagées. Pas seulement que des hommes de médias, mais des gens qui veulent aujourd'hui accompagner le secteur, comme Alioune Gueye qui est au Maroc, etc. Donc, je pense que unis, nous serons vraiment beaucoup plus forts. Et encore une fois, c'est unis que nous passerons de l'écosystème à l'écosystème. Un écosystème sophistiqué de partage, de dynamisme, d'impulsion, qui permet aux jeunes créateurs d'avoir des plateformes d'expression et de trouver des emplois et véritablement de s'épanouir au service des populations et au service de nos pays et de nos valeurs. Merci. Matar Sylla d'être venu à cette émission Le Jury du Dimanche iRadio ITV. Je rappelle que vous êtes le PDG de Label TV. Vous êtes membre du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion, mais aussi membre du Club des investisseurs du Sénégal. Bon vent pour tous ces projets que vous avez pour le Sénégal, pour le continent et pour l'audiovisuel de manière générale. Mahmoud Ibra Kane pour vous présenter cette émission Le Jury du Dimanche, à la technique pour la radio Serigne Saliou Dem, la réalisation Abdoulaye Ndiaye, les réseaux sociaux Mamadou Diagne et Biram Pouy, Immédiat SN avec Djeba et Pape Doudou Diallo pour le compte rendu de cette émission. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.